Tu penses que ça arrive juste aux autres de se faire pirater ses informations personnelles, son compte de banque, puis plein d'autres informations? Non, 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 non. Ça arrive à toi aussi, ça peut m'arriver à moi aussi. C'est vraiment pas le fun. Puis justement, on en jase avec Julien, qui va pouvoir nous aider à comprendre comment mieux s'en protéger. Propriétaire, fondateur de Réseau-Lock, qui est une firme spécialisée en cybersécurité sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a plusieurs trucs à nous donner. Bienvenue au balado Vérité qu'on s'échange. Julien, bienvenue sur le podcast. Je suis vraiment contente de te recevoir. Puis, je pense que je t'ai invitée parce que, personnellement, je voulais cette rencontre-là avec toi. Je suis vraiment pourrite niveau cybersécurité. Je sais pas si je me tire dans le pied justement de le dire aujourd'hui. Mais c'est qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui. On veut vraiment s'assurer que les gens comprennent, dans le fond, les enjeux de la cybersécurité, ben, de bien se protéger, en tout cas. Puis aujourd'hui, il y a plein de trucs qui se mettent en place qu'on va être en mesure justement d'avoir des beaux outils. Fait que la première chose qu'on veut discuter, c'est justement qu'est-ce que c'est la cybersécurité? C'est quoi les enjeux là, justement qu'on peut avoir là, par rapport au piratage là, en 2025-ish? C'est ça, si on parle de monsieur, madame, tout le monde, les piratages, ça peut être, comme on dit, un compte de banque ou un compte Facebook, par exemple, ou juste son ordinateur, si on télécharge une pièce jointe qui était piégée avec un virus, ben, ça peut infecter notre ordinateur et après, le pirate peut parfois prendre le contrôle à distance de l'ordinateur et de là, il peut aller chercher d'autres mots de passe, récupérer d'autres comptes. Et parfois aussi, peut-être faire une fraude ou juste usurper notre identité parce qu'il réussit par exemple à mettre la main sur notre photocopie de passeport qui était dans notre dossier image sur l'ordinateur. Ben, s'il met la main dessus, il peut en théorie, s'il réussit à avoir d'autres informations puis à les mettre ensemble, faire un vol d'identité soit numérique ou dans le monde réel. Fait que le piratage, c'est très large, mais c'est sûr que ça, pour monsieur, madame, tout le monde, c'est beaucoup des comptes en ligne piratés sur l'ordinateur ou en effet tout ce qui est compte de banque ou comptes divers qui peuvent être piratés. Là. As-tu réellement vu des vraies histoires d'horreur? Oui, c'est vrai, là, tu sais, c'est pas des... Tu sais, on en entend, là, mais justement, mais on dit tout le temps, puis on s'en parlait, justement, tu sais, on se dit tout le temps, ça arrive à l'autre, là, réellement, là, tu sais, mais finalement, monsieur et madame, tout le monde arrive, tu sais, c'est quoi les histoires que t'entends, justement, là, tu sais? C'est ça, moi, c'est beaucoup des compagnies, comme c'est surtout avec lesquelles que je travaille, mais des particuliers aussi. Très souvent, dans le cas des réseaux sociaux, ça, beaucoup, les comptes piratés, ça arrive chaque semaine, parce que les gens, c'est vrai que tes comptes de banque, on commence à comprendre que c'est important, fait qu'on met en place des bonnes pratiques, mais tous nos comptes en ligne, on en a tellement en 2024 que souvent, en effet, ben, on va oublier certaines bonnes pratiques, on va se dire, bah, c'est juste un compte Netflix. Mais même si c'est juste un compte, souvent, il y a quand même une carte de crédit qui est associée pour faire le paiement mensuel, puis si c'est le mot de passe qui est relié mais que c'est le même partout, ben ça peut, un simple compte peut devenir une attaque beaucoup plus grande que justement un simple compte. Mais oui, des gens qui m'appellent en disant, je me suis fait pirater mon ordinateur, il y a un virus, je peux plus rien faire, ou j'ai reçu un pop-up qui dit, attention Microsoft, vous devez nous écrire parce que l'ordi est infecté. Ça, il y en a plein. Mais beaucoup de gens, ils vont appeler le numéro. Mais comme dans ces fraudeurs, après ça, ils se font embarquer dans mettre une carte de crédit, acheter des cartes cadeaux pour les fraudeurs parce qu'ils pensent que c'est Microsoft qui doivent les aider. Fait que oui, les gens se font avoir beaucoup parce que la cybersécurité, c'est vrai que c'est très large. Puis les gens ne sont pas tous experts. Fait qu'ils pensent qu'ils font ce qu'ils peuvent. Mais souvent, malheureusement, si tu n'as pas des bonnes pratiques, tu peux te faire avoir malheureusement assez facilement de nos jours. Tu sais, justement, on parle on va dire de l'hygiène, de sécurité un peu en ligne. Comment qu'on peut s'auto-évaluer puis s'assurer que nos pratiques sont bonnes aussi. Là. C'est comme deux questions assez complexes, mais... c'est sûr, côté les fameux mots de passe, on en parle beaucoup, mais ça reste que c'est la base pour accéder à un compte. Mais semble je vois ma grand-mère, je dis ma grand-mère, mais moi aussi, là, j'ai un petit calepin de notes avec mes mots de passe. C'est que le défi, c'est que avant, on avait un ou deux comptes. Maintenant, des comptes, on peut en avoir 50, 100, 200. Donc, si tu veux avoir des mots de passe différents, humainement, je veux dire, tu peux pas te rappeler de mots de passe de 8 caractères différents pour 200 comptes, ça se fait pas. Là. Fait qu'en fait, souvent, les gens vont soit les écrire sur une note, sur un calepin, dans leur note sur le iPhone, ce qui, c'est mieux que ça que d'avoir le même mot de passe. Mais souvent, les gens vont prendre ce qui est encore plus facile et qui est d'avoir le même mot de passe partout. Et là, le problème, c'est que si un compte est piraté, ou par exemple, c'est juste qu'il y a une fuite de données et que le mot de passe sort, mais c'est le même partout. C'est facile. Les fraudeurs vont rentrer partout parce qu'ils vont juste le réutiliser dans tous les autres comptes, puis ils vont rentrer. Alors, fait qu'ils font ce test-là. En fait, ils ont même des logiciels qui le font pour eux. Ils mettent un mot de passe, puis ils l'essayent. Puis le système va le tester sur tous les sites possibles et imaginables, puis si ça rentre, il va, attention, tel site, c'est bon, c'est le mot de passe. C'est fou. Donc, d'avoir le même mot de passe, c'est ça le risque. Mais c'est que souvent, en effet, les gens, ils se disent, c'est soit ça, soit, je me rappelle pas. Fait que maintenant, ce qu'on commence à voir puis à conseiller aux gens, c'est de mettre en place un gestionnaire de mots de passe. OK. C'est un peu comme un coffre-fort virtuel. Et du coup, c'est lui qui sauvegarde tes mots de passe et qui s'en rappelle surtout.
Donc, là, tu as juste à te rappeler du mot de passe principal pour accéder à la voûte. Et après, tous tes comptes, c'est lui qui s'en rappelle. Et donc là, tu peux avoir des mots de passe de 15 caractères avec des chiffres et des lettres, des majuscules différents pour tous tes comptes. Mais comme tu n'as pas à t'en rappeler, ben, en fait, quand tu vas sur un site, tu fais juste pré-remplir. Là, ta voûte va te mettre le mot de passe. Comme ça, tu n'as pas à t'en rappeler. Et du coup, ça, c'est très sécuritaire. Donc, oui, c'est un coût. On trouve ça où? Il y a un coût aussi. Il y a plein de logiciels. Un des plus grands, c'est OnePassword, mais il y a aussi Dashlane, il y en a plein. Mais souvent, on parle d'une $50 par année. Honnêtement, c'est pas des coûts, c'est de l'argent, mais c'est pas non plus un $1000 par année. Là. Oui, Puis moi, honnêtement, par exemple, dans mon cas, j'ai OnePassword, puis je vais être rendu à 350 identifiants de connexion. Ça n'a aucun sens. Je connais pas un seul mot de passe. Là. Moi, j'ai celui de ma voûte, qui est méga long, mais qui est super fort. Mais tous les autres, j'en connais pas aucun. Donc ça, c'est vraiment la meilleure manière d'avoir des mots de passe forts et solides. Tu sais, il y a aussi comme... mettons, justement, enregistrer votre mot de passe. Puis là, peu importe c'est quoi le système que tu as, tu as comme, mettons, moi, Google enregistre la majorité de mes mots de passe différents, mais y a-t-il un risque aussi d'associé à ça? Oui. Parce que, par exemple, si tu as un ordi sur Windows et du coup, tes mots de passe sont sauvegardés dans Chrome, si quelqu'un te vole ton ordi, si le disque dur n'est pas chiffré, quelqu'un qui se connaît un minimum, là, il peut mettre une petite clé USB. Et là, du coup, il peut contrôler les mots de passe, puis après, il peut aller récupérer tous les mots de passe qui sont dans le navigateur parce qu'il aura accès à l'ordinateur. Donc, malheureusement, ça, c'est un peu une fausse bonne idée de dire écoutez, Chrome, il se rappelle des mots de passe Edge et tout. Mais non, parce que il s'en rappelle, lui, sauf que si tu perds ton ordi puis quelqu'un réussit à rentrer dedans, il aura accès à tes mots de passe. Fait que la première bonne pratique, c'est vraiment une voûte, comme tu appelles. Ça, c'est vraiment sécurisé. Même si, justement, tu te dis, eux, peuvent-tu se faire pirater? Non, eux, vraiment, leur vocation, c'est double. Voilà. Exemple, ça pourrait arriver. D'ailleurs, il y en a eu un, justement, qui ont été piratés. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand ils sont piratés, si la personne n'a pas la clé, donc ton mot de passe à toi, il ne pourra pas rentrer sur la voûte. Donc, c'est sûr que si tu mets bonjour 1, 2, 3, mais si tu mets un mot de passe de 14 caractères solide, même si la compagnie venait à être piratée et que les voûtes sortaient, ça va quand même la clé pour accéder à la voûte. Donc, si tu as un mot de passe solide, le fraudeur ne pourra pas le trouver, donc il ne pourra pas rentrer sur ta voûte, même si ils avaient été piratés. Ça, en fait, c'est vrai que c'est la meilleure pratique. Et si tu ne veux pas dépenser de l'argent, mais là, l'autre bonne pratique, c'est de mettre des passe-phrases. En gros, c'est une phrase. Donc, au lieu de mettre un mot de passe, c'est une phrase. Donc, par exemple, j'aime les bananes. Tu pourras mettre ça après ton mot de passe. Du coup, tu mets un j'aime, tu mets un G majuscule, l'apostrophe, tu remplaces le I par 7 ou tu mets à la fin des numéros. Avec une phrase, comme c'est très long, ça va être très difficile à trouver. Donc, même si c'est des mots, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est plus facile pour un fraudeur de réussir à trouver ça. Donc, c'est une manière de se protéger sans devoir se rappeler de chiffres bizarres et de lettres qui n'ont pas de suite logique. Là. Fait que ça, en effet, ça peut être une idée. Puis qu'est-ce que tu penses justement des suggestions? Parce que là, il y a comme aussi Apple qui nous suggère des mots de passe sécurisés. Apple, c'est bon dans le sens que Apple, eux, ils sont bien sécurisés. Fait que c'est lui qui sauvegarde tes mots de passe. C'est un peu comme une voûte. Mais c'est quoi qui relie à Apple. Fait que c'est un peu l'équivalent d'avoir un gestionnaire, mais là, le gestionnaire, c'est Apple qui le fournit. Donc, c'est une bonne chose. Donc, mais oui, ça peut être une bonne idée. C'est ça que les mots de passe qu'ils te suggèrent souvent, ça va être des mots de passe forts. Donc, c'est lui qui s'en rappelle. Au niveau, ça reste, une bonne pratique. Là. Fait que ça peut être en effet une approche. Même, tu as une note dans ton iPhone, puis tu mets avec Face ID dessus. Ça reste plus sécuritaire à ça que d'avoir le même mot de passe. Fait que souvent, je me dis, tant qu'à avoir un même mot de passe, autant juste mettre mot de passe différent dans une note sur iPhone, tu la verrouilles avec Face ID. Ça reste plus sécuritaire, ça. Et ça reste c'est un peu la barre, d'avoir des mots de passe différents, idéalement, et pas des mots de passe faciles de soleil 1, 2, 3 ou Puis on le dit parce que malheureusement, parce que même si les gens le savent, il y en a beaucoup qui le mettent quand même. Ils mettent quand même des trucs comme ça. Fait que tu dis, faites un effort d'au moins pas mettre ça. Puis après, c'est ça que même si tu as un mot de passe solide, après, il faut quand même mettre le fameux double facteur d'authentification. Ça, c'est un nouveau truc ça dit que le mot de passe, c'est une bonne première étape, mais si tu as juste ça, peut quand même être piraté parce que ça peut se trouver malgré tout ou ça peut justement suiter. Donc, en 2025 ou 2024, juste avoir un mot de passe, mais de ne pas mettre en place le fameux double facteur d'authentification auquel on commence à parler beaucoup. Il te manque une étape cruciale pour sécuriser tes comptes qui est de mettre en place cette fameuse protection-là. Puis le double facteur, c'est quelque chose qu'on... Parce que, tu sais, on en a un peu effleuré. Certaines personnes qui travaillent avec Microsoft l'ont beaucoup avec l'Authenticator, qui est une application vraiment qu'on ajoute, qui a comme des codes qui reviennent. Qui sont générés toutes les 30 secondes. C'est ça, générés toutes les 30 secondes. Ça permet comme une double authentification, mais le commun des mortels qui ne travaillent pas
nécessairement avec Microsoft, ont accès à ça, mais il faut l'activer, si je ne me trompe pas. T'sais. Oui, mais en fait, de nouveau, la part des services puis les comptes en ligne offrent maintenant cette option-là. Okay. C'est soit avec un code qu'on reçoit par SMS de 6 chiffres, oui. Ou sinon, c'est en fait de prendre une application d'authentification de style, en effet, Microsoft Authenticator ou encore Google Authenticator. Puis en fait, ça, en effet, c'est que ça permet de mettre une autre protection, en fait, une autre validation une fois que tu as rentré le mot de passe. Okay. Donc, mettons que un fraudeur réussit à trouver le mot de passe de ton compte, bien, si tu as mis en place le double facteur, s'il n'a pas accès à ton téléphone, et du coup, il ne peut pas recevoir le code affiché, bien, s'il ne peut pas rentrer ce code-là, il n'aura pas accès à ton compte, même s'il a le mot de passe. Ça rajoute une couche de protection, mais c'est pas infaillible. Pas infaillible, mais disons que ça rend le travail beaucoup, beaucoup plus compliqué. Donc, souvent, si tu mets ça en place, à moins que le fraudeur veuille vraiment te viser toi, là, souvent, il va juste passer à quelqu'un d'autre parce que ça reste très compliqué de contourner ça. Fait que, oui, c'est pour ça qu'on dit que c'est la meilleure protection, parce que si tu as ça, même si ton compte est piraté, ben, s'il n'a pas le fameux code, il ne pourra pas rentrer sur ton compte. Okay. Donc, ça va, par exemple, que tu reçois un courriel d'hameçonnage, tu cliques sur le lien, tu te fais avoir. Ben, si tu as mis en place le double facteur, même si tu as donné ton mot de passe, ton compte ne sera pas piraté parce que justement, le fraudeur va se buter à cette double validation. Il va faire hop, j'ai pas le code, donc je ne peux pas rentrer sur le compte. C'est pour ça qu'on dit que dès qu'un compte, tu as l'option de le mettre, il faudrait l'activer. Puis si tu fais ça, tu viens d'éliminer le 3/4 des attaques. Pour les particuliers, là, souvent, si tu mets ça en place, tu viens de te protéger grandement puis de rendre beaucoup plus dur le travail des fraudeurs, des pirates, de réussir à pirater un compte s'il y a ça. Là. Puis on parlait justement des façons d'hameçonnage. Oui. Ça peut être soit des textos, ça peut être des courriels. Justement, comment bien savoir les identifier? Là? Ça reste très difficile parce que dans certains cas, c'est comme... Moi, j'en vois certains passer, puis encore là, je le vois passer, puis je ne sais même pas si c'est vraiment un vrai, finalement. Ben, c'est sûr que de plus en plus, si tu fais juste au visuel, ça, clairement, c'est en effet un risque parce que maintenant, ils sont capables de reproduire presque à 100% le visuel, mettons, d'un site de Desjardins ou d'autres banques. En effet, ils peuvent... En fait, ils vont prendre le code du courriel, moi je le reproduis. Fait qu'en fait, ça, si tu suffit au visuel, tu peux te faire avoir. Okay. Par contre, ce qu'ils ne pourront jamais changer, c'est le domaine, en fait, l'expéditeur du courriel. OK. En gros, quand tu as un courriel, tu auras un objet, puis tu as aussi, tu auras le titre de qui l'a envoyé. Ouais. Ça, ce nom-là, ça, tu peux mettre ce que tu veux. Par exemple, un pirate pourrait dire, mettons, pour écrire Desjardins, et ça peut se faire. Par contre, le courriel de l'expéditeur, il ne pourra jamais écrire, mettons, @Desjardins ou @Netflix. Ça, tu ne peux pas usurper le domaine de la compagnie. Usurper. Ouais, fait juste le retrait. Donc, le corrompre. Oui, c'est ça. Okay. Ouais, en gros, ça veut dire je prends le domaine de la compagnie puis je me fais passer pour eux. OK. Ça, c'est sûr que s'il n'y a pas des bonnes protections, ça pourrait, mais mettons, les grands services ou les gros joueurs, eux, c'est bien protégé, donc ils ne peuvent pas prendre ce domaine-là. Donc, si maintenant tu vois que c'est un hotmail.com, même si c'est écrit Desjardins ou si c'est écrit le nom du service, si le courriel ne matche pas avec, tu sais que c'est pas eux. Parce que je pense qu'ils ne pourront jamais. À commercial, hotmail.ca. OK. Voilà, donc là, tu saurais que c'est ça. Vous pouvez penser, c'est security@hotmail.ca. Là, ça te peut que ce soit eux. Mais si c'est security@gmail 1, 2, 3, 4 ou voilà quoi, ben, ça, tu sais que c'est pas le service en question. Okay. Et donc, ça, du coup, c'est juste de valider qui t'a envoyé le courriel. Le 3/4 des temps, tu peux... Mais les textos, par contre, tu peux pas valider. Non, souvent, c'est comme des chiffres d'envoi. Assez non, ça, le texto, ben, ça, en fait, dès qu'il y a un lien dans le texto, souvent, t'es mieux de voir, t'es mieux d'appeler le service en question pour valider si c'est bien eux ou pas. Ah ouais, à ce point-là, ça demande vraiment... c'est vrai que maintenant, c'est vraiment rendu en effet bien fait. Que même si tu cliques sur le lien, certes, parfois, le site va déjà être flagué, du coup, tu vas savoir que c'est une fraude, mais si le site n'a pas encore été repéré, de nouveau, si c'est un beau visuel, tu peux te faire avoir. Fait que c'est vrai qu'en font les textos, parfois, tu es mieux peut-être de valider justement avec les services en arrière, c'est vraiment eux. C'est sûr que si tu attends un virement Interact puis tu sais que tu vas recevoir, là, c'est que ce soit vrai, là, on s'entend. Oui, c'est vrai, virement. Mais si mettons, tu reçois ça de nulle part puis tu t'attendais pas à recevoir un virement, peut-être mieux de valider avant que c'est bien la personne qui t'a envoyé et non un fraudeur. T'sais. Puis, tu sais, c'est pas très long, je pense, le temps que la fraude arrive. Tu sais, mettons que tu reçois le texto, tu sais, combien de temps que ça peut prendre un fraudeur, justement, de rentrer dans tes trucs? Est-ce que normalement, c'est relativement rapide? Tu sais, comment qu'on fait pour l'observer? Tu sais, mettons, bon, c'est arrivé, j'ai cliqué sur un lien. Tu sais, j'ai des doutes, justement, que finalement, j'ai comme fait une erreur, je suis allée trop vite. Comment que je peux valider que probablement je me suis fait frauder puis aller récupérer quelques-uns des codes, essayer de sauver les meubles? Ben, c'est sûr que beaucoup de services en ligne maintenant, ils repèrent des nouvelles connexions qui sont un peu anormales. Okay. Souvent, maintenant, tu reçois un courriel qui dit à telle heure, vous êtes connecté de tel pays, puis tu n'étais pas dans ce pays-là. Ça se peut qu'il y ait un fraudeur qui vient d'entrer sur ton compte. Là. Oui. Fait que ça, souvent, c'est un bon indice que, oups, c'est peut-être quelqu'un qui est en train de rentrer puis de pirater mon compte. Si tu reçois un courriel qui dit, attention, votre mot de passe a été changé, et tu ne l'as pas changé, là, de nouveau, tu sais que, oups, si quelqu'un a réussi à changer mon mot de passe, puis c'est pas toi qui l'as fait,
c'est un bon indice que de nouveau, il y a peut-être un fraudeur qui est en train d'être dans les comptes. Là. Ouais. Fait que ça, c'est les premiers signes. C'est sûr que si tu es déconnecté tout d'un coup, ben là, ça aussi. Puis quand tu tentes de te reconnecter puis ça ne démontre pas c'est incorrect, là aussi, ça se peut qu'il y ait eu un problème. Ouais, ça, c'est clair. Mais c'est vrai que souvent, pour les comptes en ligne, ça va être ces signes-là. Après, tout ce qui est ordinateur, ben, c'est ça que si tu vas avoir des pop-up un peu partout qui sont un peu anormales ou que mettons, ta souris se met à bouger tout seul. Ou quoi. Bon. À ce point-là, hein? Ben, des fois, t'es comme, c'est un bug de ma souris ou, tu sais... Ben, ça t'est certaines attaques plus poussées ou justement, tu as vraiment un virus qui est sur ton ordi. Là, oui, parfois, ça peut être ça. OK. Fait que ça, c'est un peu aussi des signes. Mais de nouveau, quand c'est vraiment un ordi qui est piraté, tu vas le voir. Maintenant, c'est un piratage d'un ordinateur ou de ça, tu le vois. Tout compte en ligne, c'est en plus de repérer, c'est pas des courriels qui sortent, qui attention, ce changement de l'information. Mais sinon, c'est vrai, ça reste quand même compliqué de repérer s'il y a vraiment une attaque, malheureusement. Ouais. C'est ça qui se passe. C'est ça le côté plus difficile. C'est ça, c'est que parfois, t'as aucune idée. Ben, c'est arrivé à une de mes amies, là, puis sérieusement, je pense que ça vaut vraiment la peine de partager. Elle a commandé sur un site Wayfair, là, qui est un magasin de meubles. Très classique. Elle a reçu un courriel. Ben, en fait, elle recherchait un item en particulier. Puis d'un coup, justement, il était suggéré via un courriel cet item-là qu'elle recherchait qui était plus en stock. Fait qu'elle a fait « Hey, yes! » Elle est en train de meubler sa nouvelle maison. Puis tout, enfin, il est là. Tu sais, quand tu as une belle vision, là, en tout cas, moi, en tant que fille, quand je vois genre un meuble qui redevient disponible, je tripe. Fait que, bref, elle s'en va sur le courriel. C'est tout écrit Wayfair, tu sais, toutes les couleurs, le mauve, tu sais, tout fit. La seule chose qu'elle avait remarqué, c'est dans le bas du courriel, je pense qu'il n'y avait pas de lien de désabonnement ou genre de quoi de même, tu sais. Mais tu sais, c'est tellement comme... Ouais. Elle s'est mise à avoir des frais sur sa carte de crédit de 5 000, puis les fraudeurs l'appelaient pour justement, tu sais, la menacer, tu sais, là, puis ça a amené vraiment comme un stress, là. Ça peut être vraiment grave, là. Tu sais, c'est quoi les pires cas que tu as vus, justement? C'est ça, côté compte de banque, dans les nouvelles, il y a eu beaucoup d'articles sur des gens qui se sont fait avoir parce que la banque dit non, on rembourse pas parce que c'est ta faute. Ouais. Ça, il y en a eu beaucoup. Dans mon cas, c'est ça, de nouveau, comme c'est plus la cyber des réseaux sociaux que je fais. Oui, c'est vrai, c'est ça. Moi, c'est plus des compagnies qui avaient une page Facebook, ils perdent la page parce qu'elle a été piratée, mais après, tu recommences de zéro. C'est horrible, là, les 40 000. Tu sais, avant, l'algorithme était fait pour faire des buzz, puis d'être en mesure d'avoir plus d'abonnés rapidement, mais là, c'est super difficile d'avoir tout ça. Là, fait que les gens, ils perdent la monétisation rapidement. C'est ça. Toi, par exemple, le cas le plus récent que j'avais, c'était une prof de dessin qui elle donnait des cours de dessin en ligne. Okay. Puis, du coup, elle avait fait un événement sur Facebook gratuit pour justement promouvoir. En fait, c'est un cours de dessin pour les enfants, mais en live sur Facebook. Okay. Du coup, elle a fait de la pub sur Facebook pour promouvoir l'événement. Ouais. Et 3 jours avant, compte piraté. Là, du coup, elle perd sa page. Vraiment, elle a réussi à reprendre le contrôle du compte, mais comme le fraudeur avait le temps de faire de la fraude, Meta a bloqué sa page en disant t'es enfreint les règles, donc on bloque la page. Ah. Et comme l'événement était le dimanche, 3 jours après, t'es comme, mais là, moi, j'ai fait de la pub, j'ai pas ma page, je peux pas tenir l'événement, fait que j'aurais perdu de l'argent pour rien. Et Meta a répondu, désolé, mais c'est vous qui avez été piraté, c'est pas nous qui avait un système pas sécuritaire, c'est vous qui avez pas mis les bonnes pratiques, donc il n'y a pas de remboursement ou rien, là, c'est un peu de votre faute, donc il va falloir attendre que tu qu'on traite la demande, puis si la page ne l'avait pas dimanche, tant pis pour vous. Puis là, dans son cas, c'est un exemple concret de oups, t'es piraté, ton événement il tombe à l'eau, puis tout l'argent que tu as mis en publicité, tu l'as perdu. Ouais. Fait que ça arrive, puis tout ce qui était compte Facebook personnel, ça aussi, c'est piraté. C'est la même chose. Puis tu avais 10 ans de souvenirs. Oui, c'est vrai, il y a le côté émotionnel. Ça aussi, si tu perds ça, fait que même quand c'est pas pris à titre professionnel, de nos jours, on met tout sur Facebook ou presque. Là. Des photos, des vidéos, des conversations. Si tu perds ça du jour au lendemain, ça se peut que tu vas pas grave, tu recommences. Mais pour beaucoup de gens, c'est la fin du monde, puis là, ça me prend mon compte, puis malheureusement, tu l'as perdu. Mais ne serait-ce que les messages, des fois, avec des gens justement que tu n'as plus contact, ou même des gens comme décédés, que tu vas aller revoir les conversations. Il y a quand même un volet émotionnel. Tu veux pas, Facebook, c'est pas juste la page des visages, là, comme traduit, mais c'est des souvenirs aussi. Là. Puis toi, ça fait plusieurs années là, que tu es quand même expert dans tout ça. As-tu vu une évolution positive un peu de la cybersécurité avec toutes les... où tu vois qu'il y en a de plus en plus justement qui font de l'hameçonnage, puis c'est de plus en plus difficile justement de se protéger contre ça. Comment tu as vu cette évolution-là dans le temps? Je dirais que les gens sont toujours aussi inconscients. Malheureusement, là, même si on en parle beaucoup, c'est toujours la pensée magique que ça arrive qu'aux autres. Ouais. Ou du coup, on va agir quand on va être piraté. Alors, être proactif, peu de gens le sont. Fait que malheureusement, même s'il y a plein de systèmes qui permettent de se protéger efficacement, les gens ne les mettent pas en place. Ouais. C'est un peu... tes comptes de banque, de ça, les gens commencent à mettre en place les bonnes pratiques. Ouais. Mais tu prends tout ce qui est adresse courriel, qui en plus fait le lien avec tous tes comptes en ligne. Ça, souvent, les gens vont même pas bien sécuriser leur courriel. Ouais. Fait que c'est piraté. Là, le fraudeur a accès à tous tes comptes. Après. Fait que c'est pour ça que je dirais que oui, les gens prennent conscience, mais c'est comme si on sait que c'est important, mais on le fera pas
parce qu'on n'a pas le temps, parce que c'est pas parce important. Parce qu'on a 300 mots de passe, justement. Voilà, là, c'est ça. Au final. Fait que c'est un peu ça. Les gens sont conscients que c'est important. On en parle de plus en plus, mais entre être conscient et le faire et mettre en place les bonnes pratiques, c'est là que je vois qu'il y a toujours un décalage, puis les gens prennent pas le temps de le faire. C'est toujours plus tard, plus tard. Sauf que le plus tard, si t'attends trop plus tard, ça se peut qu'un jour, genre, c'est trop tard, puis c'était piraté, mais c'est parce que c'est tombé sur toi, puis oups. Entre guillemets, tout ce qu'ils font comme menace, c'est pas vrai, mais de nouveau, ils savent que les gens, ils ont peur, fait qu'ils vont en effet embarquer. Du coup, c'est vrai que s'ils embarquent, ils peuvent en effet t'es poursuivre. L'attaque peut être beaucoup plus grosse, puis se prolonger sur un mois, 2 mois, 3 mois, voire plus, si en effet t'es d'autres comptes sont attaqués. Fait que c'est vrai qu'en fait, ça peut devenir gros. Donc, d'où justement l'intérêt de dire, quand on peut se protéger, autant se protéger quand on peut justement encore le faire. Et non attendre, puis faire, oups, c'est trop tard, puis là, qu'est-ce qu'on fait? Surtout qu'au Québec, malheureusement, ou même ailleurs dans le monde, il y a beaucoup de firmes de cybersécurité pour les compagnies. Quand tu es un particulier, c'est très dur de voir une firme de cyber qui peut t'aider. Donc, ça, c'est clairement c'est un défaut. T'es des firmes de TI, puis t'es de support, ça, il y en a plein de support informatique. Mais cybersécurité, en particulier, il n'y a pas de firme. Les firmes de cyber sont, non, nous, on fait du corpo. Donc, tu sais que je pense que si t'es piraté à titre personnel, ça va être encore plus dur de trouver des ressources pour t'aider. Donc, autant être sûr, autant mettre en place les bonnes pratiques pour éviter le maximum que ça t'arrive à toi. Puis même à tes proches aussi, là, j'imagine, là, quand on est capable puis on est conscientisé par rapport à ça, j'imagine que les personnes âgées, justement, un peu moins techno, ça pourrait être bien d'aider son prochain, mais il y a aussi tout le volet, je pense, éducationnel qui manque. À quel âge je pense que ça serait bien d'éduquer justement nos jeunes, de dire, bon, ça aurait été le fun qu'on le sache à l'école, genre? Certaines personnes disent que dès le primaire, il faudrait commencer, parce que c'est vrai que maintenant, dès le primaire, beaucoup de jeunes sont déjà sur une tablette, ordinateur. Fait qu'en effet, en théorie, dès qu'ils mettent la main sur un appareil technologique, il faudrait déjà commencer à parler. Parce que moi, je le vois, même des jeunes dans la vingtaine comme moi, ils sont pas plus avancés au niveau cyber que des personnes âgées. On pense que les jeunes sont super techno. Et moi, j'ai plein de jeunes qui ont mon âge, 20 ans, 23, 24. Sont comme le double facteur, c'est quoi ça? Fait que vraiment, on est vraiment là. Autant les jeunes sont comme nous, on utilise tous les trucs en ligne. Mais au niveau de bonne pratique de cyber, puis il n'y a pas vraiment d'âge. Autant les plus jeunes que les plus vieux. On a le même diagnostic. C'est juste qu'on est plus facile, je pense, à réapprendre. Vu qu'on est né avec ça, je pense qu'il y a un petit peu plus d'intuition. Puis de passer la balle peut être un peu intéressant, là, mais dans les classes, toi, tu dirais dès le primaire, on commence à faire un petit peu d'hygiène de sécurité. Oui, tout à fait. Tout ce qui est finance, on dit beaucoup qu'il faudrait plus le pousser dans les écoles. La cyber, comme tout est rendu en ligne maintenant, il faudrait peut-être aussi pousser tes bonnes pratiques, parce qu'après ça, quand ils vont grandir, ils auront plein de comptes en ligne comme tout le monde. Puis ça commence les portails étudiants ou les comptes YouTube pour pouvoir les constater. Ah oui, tout à fait. C'est sûr. Puis, mettons que je te dis demain matin, tu as une baguette magique. Genre. Julien, il peut changer le monde. Qu'est-ce que tu dirais dans un monde idéal de cybersécurité qu'on serait? T'sais? Y a-tu des conseils que tu donnerais justement non seulement aux jeunes qu'à toi ou, je sais pas, moi, avoir des ordinateurs encore plus sécurisés? C'est sûr que tout ce qui est hygiène numérique, c'est aussi de se poser la question, est-ce que c'est pertinent que je mette l'information en ligne? C'est pas ça aussi, on l'oublie beaucoup, mais dès que tu mets un truc en ligne, souvent, ça reste. Alors oui, parfois, c'est possible de le faire enlever. Bon, mais de manière globale, dès que tu mets un truc en ligne, ça reste. Et par exemple, sur les réseaux sociaux, mais même sur d'autres sites en ligne, on voit beaucoup de gens qui mettent plein d'informations sans vraiment que ce soit nécessaire de la mettre. Fait que souvent, se demander, par exemple, est-ce que c'est vraiment logique ou bon que je le laisse sur le web? Si la réponse c'est non, il faut peut-être l'enlever. C'est ça, par exemple, tout ce qui est réseaux sociaux, de mettre ton adresse ou même la ville où tu habites. En théorie, tes vrais amis, ils savent où tu habites. Fait que mettre l'adresse, non, ça sert à rien. Oui, non, mais c'est un truc bête comme ça, mais si tu le laisses en ligne, quelqu'un peut tomber dessus. Fait que c'est vrai que ça va être... Le nom des enfants, justement, date de naissance, ce genre d'affaires-là, on le met vraiment comme ouvertement. C'est-tu justement des dangers de se dire ils vont être capables de devenir? C'est sûr que je t'entrecoupe sur ton monde idéal. C'est sûr que date de naissance tout seul... tu peux pas faire grand-chose. Mais c'est sûr que si tu réussis à prendre ça, puis tu réussis à avoir d'autres informations, là, du coup, la date peut devenir l'élément manquant pour faire une attaque. Fait que c'est vrai que souvent, juste la date, c'est pas très grave, mais c'est sûr que si ça se met avec d'autres informations, oui, c'est sûr que de mettre comme ça de manière publique, c'est peut-être pas non plus pertinent. Donc oui, par exemple, de faire un post en disant tes bonnes fêtes à ton enfant, puis ça se fait. Mais juste de prendre l'option, de privé ami, comme ça, c'est pas la planète entière qui peut l'avoir. Si tu fais ça... ça reste bon, comme ça, tes vrais amis peuvent le voir, mais un fraudeur ou un inconnu qui est ailleurs dans le monde, il ne pourra pas avoir l'information. Donc, justement, de segmenter, de dire à qui on donne accès à l'information.
Ça permet un peu de mettre tout ce qu'on veut en ligne, mais de contrôler qui a accès à l'information. Et de ce fait, c'est un peu la clé de dire, oui, on peut mettre des choses en ligne, mais si on contrôle vraiment qui a accès, tu viens de nouveau te protéger un peu, que ça tombe pas dans les mains de mauvaises personnes. Et ça, c'est important. Puis dire que tout ce qui est mot de passe, ça reste un peu la base. Comme c'est en ligne, ça prend un courriel, puis un mot de passe pour accéder au compte. Fait juste du coup de mettre de bons mots de passe, mettre en place le double facteur et surtout faire ses mises à jour. Oui. Ça, les mises à jour, je vois tellement de gens qui étaient plus tard. Puis là, quand ça dit que l'ordi doit redémarrer, plus tard. Puis après une semaine, toujours pas fait. Ouais. Ça, c'est pas une bonne pratique. Parce que ça, les mises à jour, souvent, ça sert soit à amener, te monter plus de sécurité. Mais ça, souvent, ça peut amener des nouveaux outils ou des nouveaux éléments sur un logiciel. Mais souvent, c'est juste des mises à jour pour améliorer la sécurité ou corriger des failles. Si tu les fais pas, tu laisses des failles ouvertes. Donc, si tu laisses la faille ouverte trop longtemps, puis le fraudeur est assez réactif, puis il réussit à l'exploiter, c'est là que ça peut devenir une attaque. Alors que si tu fais la mise à jour quand c'est disponible, souvent, tu viens souvent, tu viens de bloquer une faille potentielle du service qui, justement, on l'a vu, on va le corriger, mais si tu ne fais pas la mise à jour, la faille n'est pas corrigée. Fait que ça, souvent, de le faire, puis mettons que ça arrive un lundi, à la fin de la journée, redémarre l'ordinateur, ne fais pas attendre, puis rendu à la fin de la semaine, c'est pas fait. Enfin, ça, moi, j'en vois plein des compagnies qui, ils ont tous un ordi, on pousse les mises à jour, puis plus tard. Puis après, quand une semaine, ça tente pas de la faire, je pas le temps. Puis là, voilà. Et là, du coup, ça se peut que ça se peut que si ça tombe sur toi, tu n'as pas été assez rapide, ça se peut que l'attaque, c'est toi qui en victime, alors que juste de faire redémarrer, tu aurais pu te sauver d'une attaque. Bien du temps. Julien, c'est vraiment intéressant. Tu as énormément de trucs aussi sur tes réseaux sociaux. LinkedIn t'en partage, des études de cas, des choses justement qui arrivent en temps réel, justement au fil de l'actualité. Il y a aussi tes autres réseaux sociaux aussi que tu as. On invite les gens aussi à aller visiter Résoloc, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de ressources justement en cybersécurité. Merci d'être là. Merci de nous avoir aiguillés et de nous avoir mieux protégés. Merci.